Lorsque mon téléphone a sonné ce matin-là à Londres, j'ai failli ne pas répondre. J'étais à la moitié de ma tasse de café, travaillant sur le design d'un client, quand la voix de mon avocat crépita sur la ligne. « Élodie, dit-il lentement. Vous devez vous asseoir. » Quelque chose dans son ton me noua l'estomac. « Votre sœur a vendu l'appartement de votre grand-mère. » Pendant un instant, le monde se tut. « Ma sœur a vendu quoi ?» murmurai-je. « L'appartement dont vous avez hérité, Élodie. C'est déjà transféré. » Je laissai tomber mon stylo. Cet appartement n'était pas qu'une propriété. C'était le dernier morceau de mamie Gisèle qu'il me restait. L'endroit où nous buvions du thé, où elle me disait de poursuivre mes rêves, où elle disait « Ne laissez pas la vie vous rapetisser ». Et maintenant ma propre sœur me l'avait pris. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que mamie avait laissé derrière elle quelque chose qui pourrait la ruiner. Pendant un long moment, je restais assise, immobile, mon téléphone toujours contre mon oreille, tandis que la voix de Maître Dubois traversait l'Atlantique. « La vente a été conclue la semaine dernière, dit-il calmement. Votre sœur, Solène, a déposé les documents en tant qu'exécutrice testamentaire de votre grand-mère. L'acheteur a déjà viré l'argent. » Ma main se serra autour du téléphone. « Ce n'est pas possible, réussis-je à dire. Le testament de mamie me désignait clairement comme bénéficiaire. J'ai même la copie scannée que vous m'avez envoyée. C'est pourquoi je vous appelle, répondit-il, une note d'avertissement dans son ton. Le dossier de succession présente des incohérences. La signature sur l'acte de transfert ne correspond pas au testament original. Elle semble altérée. Les mots me frappèrent comme de la glace. Je me levai de mon bureau, arpentant l'étroit appartement. Dehors, Paris s'éveillait, le bruit de la circulation, les murmures, une légère bruine sur les fenêtres, mais tout cela me semblait lointain. Solène, ma sœur parfaite. Elle avait 34 ans, mariée à un banquier, mère de 2 enfants, la fille qui ne décevait jamais. Elle vivait à seulement 10 minutes de nos parents à Lyon et adorait être la boussole morale de la famille. Pendant ce temps, j'étais la rêveuse, celle qui avait fait ses valises et traversé la Manche pour travailler comme designer pour un petit studio de création. Pour elle, j'étais celle qui fuyait les responsabilités. Et maintenant, elle avait vendu la seule chose qui me rattachait à la maison. La voix de Maître Dubois interrompit mes pensées. « Élodie, ne la contactez pas encore. Si elle a falsifié des documents, nous le prouverons. Mais j'ai besoin de rassembler des preuves avant qu'elle ne réalise que quelqu'un regarde. » Je comprends, dis-je doucement, bien que les mots aient un goût de cendre. Quand l'appel se termina, je restai là, dans ma cuisine, fixant les gouttes de pluie qui glissaient sur la vitre. Je pouvais encore imaginer l'appartement de mamie Gisèle, les murs crème doux, le parfum de sa lotion à la lavande, le son du ventilateur de plafond tournant paresseusement au-dessus de nous. Elle avait l'habitude de s'asseoir sur ce balcon donnant sur la Saône et de me raconter des histoires sur les années qu'elle avait passées à voyager après la mort de papy. « La vie est trop courte pour vivre petitement, Élodie, me chuchotait-elle. Prenez des risques, même s'ils vous effraient. » Cet appartement avait été son sanctuaire, et dans son testament, son dernier cadeau pour moi, la jeune fille qui avait suivi ses conseils. Maintenant, ma sœur l'avait effacé comme si cela ne signifiait rien. J'ouvris mes emails et relus la copie numérique du testament. Mon nom était là, en gras et clair. Mamie m'avait fait confiance pour protéger son héritage, et j'avais échoué à savoir qu'il était même parti. Au moment où le ciel est devenu gris sur la Tamise, je n'avais pas dormi. Mon café était devenu froid il y a des heures. Quelque part en France, ma sœur vivait sa vie parfaite, complètement inconsciente que son erreur venait de réveiller une tempête qu'elle ne pourrait pas contrôler. En grandissant, il y avait 2 types de filles dans notre maison, la fille en or et la compliquée. Solène était la fille en or. Elle ne ratait jamais le couvre-feu, ne se faisait jamais prendre à se faufiler dehors, et parvenait d'une manière ou d'une autre à glisser dans la vie avec un halo d'approbation de tout le monde autour d'elle. J'étais la compliquée, l'artiste, la rêveuse, la fille qui avait un jour peint la balançoire du Porsche de mamie en turquoise vif et avait été punie pour avoir ruiné l'esthétique. Maman soupirait. « Élodie, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» Solène souriait simplement, ce sourire poli et patient. Et je me promettais silencieusement qu'un jour je quitterais Lyon et ferais quelque chose de moi-même.
Quand je l'ai enfin fait, quand j'ai obtenu ce stage de design à Londres, mamie était la seule à me prendre dans ses bras sans jugement. Vas-y, Élodie, dit-elle, me serrant les mains. Ne t'excuse pas de vouloir plus. Solène leva simplement les yeux au ciel. Elle sera de retour dans un an, dit-elle à maman, une fois qu'elle réalisera que les rêves ne paient pas le loyer. Elle avait tort. J'ai construit une carrière, un petit appartement surplombant la Tamise, et une vie qui était entièrement la mienne. Mais Solène ne m'a jamais pardonné d'être partie parce que j'avais choisi la liberté plutôt que le contrôle familial. Après les funérailles de mamie il y a 6 mois, Solène a tout pris en charge, le service, les fleurs, les finances. J'avais été reconnaissante à l'époque. Je pensais qu'elle était responsable. Maintenant, je réalisais qu'elle s'était positionnée comme la seule autorité depuis le début. L'email de Maître Dubois arriva 2 jours après l'appel. Trouver des divergences dans le transfert de succession. La propriété était listée au nom de votre sœur. Le timbre du notaire semble falsifié. Je fixai le PDF joint, mon cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. La signature ressemblait étrangement à celle de mamie, mais pas tout à fait. Les boucles étaient plus serrées, la pression de l'encre incohérente. Solène avait toujours été douée pour l'imitation, les voix, l'écriture, même les gens. Je fermai mon ordinateur portable et m'enfonçai dans le canapé. Toutes les années de compétition silencieuse me revinrent en mémoire, chaque commentaire subtil qu'elle avait fait pour me miner. Tu poursuis toujours des choses qui ne durent jamais. Peut-être que si tu étais resté à la maison, mamie t'aurait fait plus confiance. Je pensais que c'était juste de mesquines piques de sœur, mais maintenant elle semblait être un présage. Cette nuit-là, je ne pus résister. J'appelai maman. Elle répondit joyeusement, sa voix chaleureuse à travers le grésillement. Ma chérie, comment va Londres? J'hésitais. Maman, Solène a-t-elle déjà mentionné l'appartement de mamie? Oui, en fait, dit-elle. Elle nous a dit qu'elle l'avait enfin vendu. Un tel soulagement que ce soit géré. La pauvre. Elle a travaillé si dur avec tous les papiers de succession. Ma prise sur le téléphone se resserra. Elle vous a dit qu'elle l'avait vendu? Bien sûr. Pourquoi? J'avalai difficilement. Sans raison, juste curieuse. Quand l'appel se termina, je restai assise en silence, fixant mon reflet dans la fenêtre sombre. Maman ne savait pas. Personne ne savait. Pour eux, Solène était toujours la sœur impeccable qui gérait tout avec grâce. Mais je commençais à voir les fissures dans sa perfection. L'ambition qui brillait juste sous son extérieur calme. Et quelque part à l'intérieur de cette ambition, elle avait décidé que l'appartement de mamie, et peut-être l'amour de mamie, lui appartenait. J'ouvris à nouveau mon ordinateur portable et tapai un email à Maître Dubois. Creuser plus profond. Elle cache quelque chose. En appuyant sur envoyer, je savais une chose avec certitude. Solène avait toujours été la sœur qui ne pouvait rien faire de mal. Mais cette fois, elle était allée trop loin. L'appel arriva 2 nuits plus tard. J'étais à moitié endormie, recroquevillée sur mon canapé quand mon téléphone vibra, et son nom s'afficha à l'écran. Solène. Pendant un instant, je pensais à l'ignorer, mais la curiosité l'emporta. Je glissai pour répondre. Élodie, devine quoi? Sa voix était trop joyeuse, trop répétée. Je me redressai lentement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin vendu l'appartement de mamie, annonça-t-elle. La transaction a été conclue la semaine dernière. Tu ne croirais pas tout le travail que ça a été. L'agent immobilier, les papiers, les appels interminables. Je me figeai, serrant le téléphone plus fort. Tu l'as vendu? Oui, dit-elle fièrement. J'ai eu un excellent prix aussi. Une offre à 320 000 € en espèces. Honnêtement, j'ai l'impression d'un poids levé. Tu sais à quel point la gestion des successions peut être stressante. Solène, dis-je lentement. Tu as vendu l'appartement de mamie. Oui, Élodie. Pourquoi te répètes-tu? Elle rit légèrement. Je te le dis pour que tu sois au courant. Je vais même t'envoyer quelque chose. Pense à ça comme un petit merci. Mon cœur rata un battement. Un merci? Oui, dit-elle joyeusement.
10 000 euros. Je sais que ce n'est pas beaucoup comparé à ce que j'ai géré, mais je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un petit coup de pouce là-bas à Londres. Le loyer est cher, n'est-ce pas? Il y avait un grondement dans mes oreilles. Je pouvais à peine l'entendre. 10 000 euros de mon héritage. Solène, dis-je avec précaution. Réalises-tu seulement ce que tu as fait? Oh, allez, dit-elle avec un soupir. Ne commence pas avec ton drame. Tu es designer, pas avocate. Tu n'aurais pas su comment gérer toutes ces absurdités légales. Je m'en suis occupée pour la famille. Pour la famille, répétai-je doucement, les mots coulant comme du poison. Exactement, dit-elle. Et ce n'est pas comme si mamie aurait voulu que tu en sois accablé. Tu es partie à la poursuite de tes rêves créatifs, tu te souviens? Laisse-moi gérer les choses sérieuses. Je me mordis la lèvre fort pour m'empêcher de crier. Elle m'a laissé cet appartement. Quoi? Elle rit à nouveau. Le son était plus aigu cette fois. Ne sois pas ridicule. La succession a été divisée entre nous. C'est moi qui ai tout géré pendant que tu buvais des expressos et esquissais des logos. La cruauté désinvolte dans son ton fit quelque chose en moi se briser. Je forçai un calme que je ne ressentais pas. Eh bien, merci d'avoir appelé, Solène. Je n'oublierai pas ta générosité. Oh, ne sois pas sarcastique, dit-elle rapidement. Je te rends service. Je te virerai l'argent la semaine prochaine. Je t'aime, ma sœur. Elle raccrocha avant que je ne puisse répondre. Je restai assise en silence, les lumières de la ville vacillant à travers la vitre mouillée. Mes mains tremblaient, mais plus de choc, de rage. Elle croyait vraiment qu'elle s'en était tirée. J'ouvris mon téléphone, rejouai l'appel et appuya sur enregistrer. Maître Dubois avait demandé des preuves. Maintenant, je l'avais, sa voix, sa confession, son arrogance. Alors que je lui envoyais le fichier audio, un calme étrange m'envahit. Solène n'avait aucune idée de la ligne qu'elle venait de franchir. Elle avait fait une erreur cruciale. 2 jours plus tard, la tempête éclata. J'étais au travail, examinant une proposition de logo, quand mon téléphone vibra. Le nom de Maître Dubois s'alluma à l'écran. Élodie, dit-il sèchement. J'ai déposé la plainte pour fraude. Le tribunal a gelé les revenus de la vente. Votre sœur va le découvrir d'un moment à l'autre. J'avalai difficilement. Et quand elle le fera, attendez-vous à des feux d'artifice. Il n'exagérait pas. Ce soir-là, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Solène. Puis encore, et encore. Au 10e appel, je décrochai. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? Sa voix était stridente, déchirant la ligne. Je ne sais pas, dis-je calmement. Pourquoi ne me le dis-tu pas? Ne fais pas l'innocente avec moi. La banque a gelé mon compte ce matin. Ils ont dit qu'il y avait une enquête en cours. Tu as déposé quelque chose, n'est-ce pas? J'ai déposé une vérité, dis-je froidement. L'appartement m'a été laissé, Solène. Tu as falsifié le testament de mamie. Pendant un battement de cœur, il y eut un silence, puis un rire amer. Oh mon Dieu, tu as perdu la tête. Tu penses que tu es une sorte de victime, Élodie, tu es délirante. Cet appartement faisait partie de la succession familiale. Je le gérais comme j'ai tout géré d'autres. Tu étais trop irresponsable pour t'en occuper. Tu l'as volé, rétorquai-je. S'il te plaît, siffla T.L. Tu étais à Londres à poursuivre des projets artistiques pendant que je m'occupais de la vraie vie. Tu ne mérites pas cet appartement. Tu ne mérites même pas de prononcer son nom. Quelque chose en moi se brisa. N'ose pas parler de mamie comme ça. Elle m'a fait confiance. Elle m'a aimé. Elle t'a fait pitié, rétorqua Solène. C'est tout. Avant que je ne puisse répondre, elle raccrocha. Le son de la tonalité persista dans mes oreilles longtemps après la fin de l'appel. Je ne réalisais pas que je pleurais avant de sentir des larmes sur mes mains. Quelques minutes plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. Maman. J'hésitai, puis répondis. Élodie, qu'est-ce qui se passe? Sa voix était tendue de confusion. Solène est hystérique. Elle a dit que tu essayais de la ruiner, quelque chose à propos de fraude.
Qu'elle a falsifié les documents de mamie. Maman, c'est ridicule, dit maman rapidement. Ta sœur ne ferait jamais quelque chose comme ça. Elle a tout géré de manière responsable. Tu sais à quel point tu es émotive. Maman, arrête. Ma voix se brisa. Ce n'est pas de l'émotion. C'est une preuve. Maître Dubois a trouvé la fausse signature. Elle l'a admis au téléphone. Il y eut une longue pause. Tu as enregistré ta sœur? Oui, dis-je, parce que personne ne me croit jamais autrement. Élodie, dit maman lentement, sa déception tranchant plus profondément que la colère. Cette obsession de la justice. Elle déchire notre famille. Laisse tomber. Je fixai le sol. Elle a pris ce que mamie m'a laissé et maintenant tu détruis la vie de ta sœur. Elle l'a détruite elle-même, murmurai-je. Mais elle n'écouta pas. La ligne devint silencieuse sauf pour son soupir. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, Élodie. Tu étais si gentille. L'appel se termina par un léger clic. Je restai seule dans mon appartement. Les lumières de la ville brillaient froidement au-delà de la fenêtre. Mon reflet semblait étranger, plus dur, plus vieux. Solène avait la sympathie de la famille. J'avais la vérité, mais la vérité ne vous réconforte pas quand tout le monde appelle ça une trahison. Pour la première fois, je réalisais ce que mamie avait voulu dire quand elle avait dit « La liberté coûte toujours quelque chose ». Et en ce moment, cela me coûtait ma famille. Les jours suivants passèrent lentement, comme une fièvre. Mon téléphone était silencieux pour la première fois depuis des semaines. Trop silencieux. Pas d'appel de maman. Pas de SMS de Solène. Seulement le message occasionnel de Maître Dubois me tenant informé des dépôts légaux. Puis, un soir de pluie, je reçus un email qui me glaça le sang. Objet, il faut qu'on parle. C'était d'Étienne, le mari de Solène. Nous n'avions jamais été proches. Il était poli, distant, le genre d'homme qui souriait pour les photos de Noël, mais semblait toujours à moitié ailleurs. Pourtant, quelque chose dans l'objet de l'email me semblait lourd. Avant que je ne puisse trop y réfléchir, mon téléphone vibra. Étienne appelait. J'hésitai, puis répondis. Étienne? Élodie, dit-il doucement, presque en chuchotant. J'espère que je ne dépasse pas les bornes en t'appelant. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Une pause, puis un profond soupir. Je pense que tu mérites de savoir la vérité. Mon pouce accéléra. Quelle vérité? Je ne savais pas au début, commença-t-il. Solène m'a dit qu'elle devait régler des affaires de succession et que tu étais trop occupé à Londres pour t'en soucier. Je n'ai pas posé de questions, mais après que tout a éclaté, après que la banque a gelé notre compte, j'ai commencé à poser des questions. Il avala difficilement. Elle l'a falsifié, Élodie, le testament. Elle a dit que personne ne le découvrirait jamais parce que tu es à l'étranger. Elle a dit à l'agent immobilier que tu avais renoncé à ta réclamation. Pendant un instant, je ne pus respirer. Tu es sûr? Oui, dit-il. Je l'ai confrontée hier. Elle a d'abord nié. Puis elle s'est effondrée. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce que ce n'était pas juste que tu aies l'appartement alors qu'elle avait fait tout le travail. Une vague de nausée me traversa. Elle m'a volé parce qu'elle était jalouse, murmurai-je. Elle a dit qu'elle le méritait plus, admit Étienne doucement. Elle a utilisé une partie de l'argent pour un acompte sur une nouvelle maison. Le reste est parti, dépensé. Elle ne peut pas le rembourser. Je fermai les yeux. Et toi? Moi? Il hésita. Je ne peux pas défendre ce qu'elle a fait. Mais je ne peux pas non plus continuer à vivre comme ça. Mentir pour elle, la regarder s'effondrer. Sa voix se brisa. Tu n'es pas folle, Élodie. Tu as raison. Et si ça va au tribunal, je témoignerai. Longtemps, aucun de nous ne parla. Le son de la pluie contre la fenêtre remplissait le silence. Merci, dis-je finalement, ma voix petite. Tu n'as pas à me remercier. J'aurais dû parler plus tôt. Quand l'appel se termina, je restai assise là, fixant le ciel gris de Londres. Le petit monde parfait de Solène commençait à s'effondrer. Et pour la première fois, je ne me sentais pas coupable.
Une notification apparut. Un nouveau message de Maître Dubois. Les acheteurs ont pris contact. Ils coopèrent. Leur témoignage aidera à prouver la fraude. J'expirais lentement. Pièce par pièce. La vérité s'alignait. Mais avec la vérité venait autre chose. Une douleur sourde. Cette nuit-là, je ne pouvais pas m'empêcher de rejouer les mots d'Étienne. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce que ce n'était pas juste. Je pensais à chaque dispute à table que nous avions eue. Comment la voix de Solène dégoulinait toujours de supériorité. Certains d'entre nous travaillent réellement pour ce que nous avons, Élodie. Combien de fois avais-je ri? Fait semblant que ça ne piquait pas. Maintenant, je réalisais qu'elle n'avait pas seulement envié mes choix. Elle les avait détestés parce qu'ils lui rappelaient tout. Elle avait abandonné sa liberté, ses rêves, elle-même. Je pris mon vieil album photo sur l'étagère. Nous étions là, deux sœurs sur le balcon de mamie, peut-être 12 et 16 ans. Solène, bronzée et confiante, son bras autour de moi. Moi, plus petite, souriant largement, tenant le carnet de croquis de mamie. En regardant cette photo, je ressentis quelque chose d'inattendu, de la pitié. Solène avait passé toute sa vie à jouer la perfection. Alors que j'apprenais à être réelle, mais la pitié n'effaçait pas ce qu'elle avait fait, et elle ne ramènerait pas l'héritage de mamie. J'envoyai un message à Maître Dubois avant de me coucher. Si Étienne est prêt à témoigner, construisez le dossier autour de ça. Je veux que chaque détail soit documenté. Je restai éveillée jusqu'à l'aube, fixant le plafond. Les mensonges de Solène lui avaient construit un royaume. Maintenant, il était temps de le brûler brique par brique. 3 jours plus tard, Maître Dubois appela avec une nouvelle qui fit s'accélérer mon pouls. Son avocat a pris contact, dit-il platement. Ils veulent régler ça. Régler, répétai-je. C'est-à-dire se racheter? Essentiellement, ils offrent 150 000 € si vous retirez la plainte et laissez la vente en l'état. Je fixai l'écran de mon ordinateur portable, le curseur clignotant sur un brouillon de design vide. 150 000 €, la moitié de la valeur de l'appartement que mamie m'avait laissé. Et pourtant, cela me semblait bon marché, comme s'ils essayaient de monnayer mon silence. Non, dis-je finalement. Elle n'a pas le droit de commettre une fraude et ensuite de négocier son pardon. Élodie, dit Maître Dubois calmement. Je suis d'accord. Mais je dois vous avertir, si nous allons en procès, ce sera brutal. Son équipe soutiendra que votre grand-mère n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a signé le testament. Je ris amèrement. Mamie était plus lucide que nous deux réunis. Elle apprenait l'italien à 78 ans. Je sais, dit-il. Mais ils vont tout ordre pour sauver la face. Vous serez contre-interrogé. Vos emails, vos visites, toute votre relation avec votre sœur, ils vont tout utiliser comme arme. Qu'ils essaient, dis-je doucement. J'en ai fini de me taire pour maintenir la paix. Il y eut une pause. Puis un soupir. Vous lui ressemblez. Vous savez qui? Votre grand-mère. Féroce, têtue, impossible à intimider. Le compliment me serra la gorge. Cette nuit-là, alors que la pluie tapait contre la fenêtre, je fis défiler d'anciens messages de mamie Gisèle. Il y en avait un datant de 2 ans avant sa mort. Tu me rappelles qui j'étais, Élodie. Brave, curieuse, un peu insouciante. Si jamais je te laisse quelque chose, sache que ce n'est pas une aumône. C'est une promesse. Une promesse? Ce mot me frappa comme un éclair. Solène n'avait pas seulement volé de l'argent. Elle avait violé une promesse entre une grand-mère et une petite fille. Un lien construit sur la confiance et l'amour. Le lendemain matin, mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un SMS de Solène. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Est-ce qu'on peut juste passer à autre chose? Je fixai l'écran. Passer à autre chose. Comme si c'était un malentendu. Comme si elle n'avait pas falsifié des signatures, menti à maman, et traîné le nom de mamie dans la boue. Mes pouces planèrent au-dessus du clavier avant que je ne réponde finalement. Nous avons dépassé le point de passer à autre chose. Maître Dubois appela plus tard dans l'après-midi. Alors, quelle est votre décision? Je vais régler ça, dis-je lentement.
Mais seulement à mes conditions. Il parut intrigué. Quel genre de conditions? Le genre dont mamie aurait été fière. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de gagner. Il s'agissait de s'assurer que Solène fasse face à la vérité. Chaque mot, chaque mensonge, chaque conséquence. Et quand la poussière retomberait, je voulais qu'elle comprenne que cette fois son charme, ses mensonges et son sourire parfait ne la sauveraient pas. Maître Dubois me rejoignit en appel vidéo tôt le lendemain matin. Vous avez dit que vous alliez régler l'affaire, commença-t-il prudemment. Mais seulement à vos conditions. Expliquez-moi. Je me penchai en avant, mon carnet ouvert, mon cœur battant avec un étrange mélange de fureur et de calme. 4 conditions, dis-je. Aucune exception. Il haussa un sourcil. Allez-y. D'abord, dis-je, Solène écrit une excuse formelle, signée, datée et notariée, admettant qu'elle a falsifié les documents de mamie et trompé tout le monde. Pas de langage vague sur la mauvaise communication. Elle doit énoncer la vérité. Maître Dubois hocha la tête lentement. Très bien, deuxième. Elle rembourse les acheteurs pour chaque centime de leur perte. Frais de déménagement, dépôt, logement temporaire. Chaque centime vient d'elle, pas du compte gelé. Il griffonna des notes. Troisième, elle envoie une lettre à nos parents expliquant ce qu'elle a fait et pourquoi. Elle ne peut pas continuer à se cacher derrière son auréole. Maître Dubois leva les yeux. Et la quatrième? Elle accepte par écrit de ne jamais contester le testament de mamie ou toute future affaire d'héritage, jamais plus. Maître Dubois laissa échapper un long souffle. C'est poétique, dur, mais juste. Et si elle refuse, alors nous allons au tribunal, dis-je platement. Et je m'assure que tout le monde sache qui elle est vraiment. Il sourit faiblement. Vous parlez comme quelqu'un qui a déjà gagné. Je ne cherche pas la vengeance, dis-je. Juste la vérité. Quelques heures plus tard, Maître Dubois rappela. Elle a accepté vos conditions. Je retins mon souffle. Elle quoi? Elle signe tout maintenant. Les excuses, les remboursements, les lettres. Son avocat a dit, et je cite, elle veut juste que ce cauchemar se termine, point. J'ai presque ri. Un cauchemar qu'elle avait créé. Cet après-midi-là, je reçus l'email. Objet, document de règlement finalisé. Mes mains tremblèrent en ouvrant le PDF. L'écriture de Solène remplissait la première page, nette, contrôlée, la même écriture qui avait autrefois falsifié le nom de mamie. Moi, Solène Duval, reconnais avoir falsifié des documents légaux relatifs à la succession d'Evelyne Mercier. J'ai dénaturé la propriété de son appartement, trompé ma sœur Élodie, et causé un préjudice émotionnel et financier à plusieurs parties. J'assume l'entière responsabilité de mes actions et respecterai toutes les conditions du règlement de bonne foi. Je le lus 3 fois. Pendant des mois, elle m'avait fait sentir comme l'insouciante, l'égoïste, la brebis galeuse. Maintenant, de ses propres mots, elle avait tout avoué. Je transférerai le document à Maître Dubois avec une seule ligne, justice rendue. Mais en fermant mon ordinateur portable, la victoire n'avait rien de doux. Elle était lourde parce que la justice n'efface pas la trahison. Elle prouve seulement que vous aviez raison depuis le début. 2 semaines plus tard, Maître Dubois confirma que tout était finalisé. Les fonds du compte gelé avaient été débloqués. Les acheteurs remboursés et le titre de propriété de l'appartement étaient officiellement de nouveau à mon nom. Quand il me demanda ce que je comptais en faire, je n'hésitai pas à le vendre, dis-je. Mamie me l'a donné pour que je puisse construire ma vie, pas m'accrocher au passé. La vente fut conclue plus vite que prévu. Au moment où le paiement est arrivé sur mon compte, je fixai le chiffre à l'écran. 350 000 €. Mais ce n'était pas l'argent qui me faisait pleurer. C'était ce qu'il représentait. La confiance de mamie en moi. Sa manière silencieuse de dire « vis audacieusement ». 1 mois plus tard, je démissionnai de mon agence et ouvris mon propre studio de design, Evelyne Créative, nommé en son honneur. Cela a commencé petit. Une pièce, un bureau, un client qui m'a fait confiance. Mais chaque matin, quand j'ouvrais la porte, j'avais l'impression qu'elle était là à mes côtés, souriant de ce petit sourire fier qu'elle me donnait chaque fois que je lui montrais un nouveau croquis. Puis un après-midi,
Un colis arriva de France. L'écriture sur la boîte était familière, celle de maman. À l'intérieur se trouvait une petite pochette en velours et une note pliée. C'était à ta grand-mère. Elle voudrait que tu l'aies. J'ouvris la pochette et haletai. Sa montre en argent, celle qu'elle portait tous les jours, polie par le temps. Je la retournai et vis pour la première fois la gravure au dos. Le monde t'attend. Je la pressai contre mon poignet, sentant le léger bourdonnement de son tic-tac contre ma peau. Solène ne m'a jamais recontacté. Par des amis communs, j'ai appris qu'elle avait vendu la nouvelle maison à perte, s'était séparée d'Étienne et avait déménagé dans un petit appartement près de nos parents. Sa réputation, autrefois impeccable, était partie. Je ne la détestais plus. Peut-être qu'elle apprendrait enfin ce que mamie m'avait appris. Que la liberté et l'intégrité valent plus que tout ce que l'on peut voler. Maman appela quelques mois plus tard. Sa voix était plus douce, presque fragile. Ta grand-mère serait fière de toi, dit-elle. Et moi aussi. Ce n'étaient pas des excuses. Pas exactement. Mais c'était un début. Le lendemain matin, je me tenais à la fenêtre de mon studio surplombant la Seine. La ville s'éveillait, le bourdonnement de la circulation, le bavardage des gens poursuivant leurs propres rêves. Je touchai la montre en argent à mon poignet et murmurai, j'y suis arrivée, mamie. Parce qu'au final, son vrai cadeau n'était pas un appartement ou un chèque. C'était le courage de me défendre, de me battre pour ce qui était juste, même si cela signifiait être seule. Et alors que la lumière du soleil perçait les nuages, je réalisai autre chose. Je n'avais pas seulement récupéré ce qui avait été volé. J'avais récupéré moi-même.